Bienvenue à votre rendez-vous avec l'Autojournal, la quinzaine de la vie. Dans ce nouveau numéro, comme d'habitude, nous vous proposons la découverte d'un nouveau modèle, un nouveau petit SUV très séduisant, l'Alfa Romeo Junior, qui s'est appelé Milano pendant 5 jours. Puis on parlera d'un sujet d'actu, en l'occurrence, on cherchera à savoir quelle est la vraie durée de vie des batteries des voitures électriques. Et enfin, nous vous proposons l'essai, mesuré par nos soins, du nouveau Peugeot i3008. Vous avez le menu, alors allons-y. Nous partons donc à la découverte du nouveau Alfa Romeo Junior. Pendant seulement 5 jours, il s'est appelé Milano, une sorte de record de brièveté dans les appellations des modèles. Mais les officiels italiens ont râlé avec l'argument qu'il n'était pas fabriqué en Italie et que donc il ne pouvait pas porter le nom d'une ville italienne. Alors chez Alfa, un peu à la surprise générale et pour ne pas alimenter une polémique, ils se sont donc décidés à le rebaptiser Junior. Bon, qu'est-ce qu'il apporte de frais, ce Junior? D'abord, c'est un SUV urbain, une catégorie qui est très prisée en Europe et particulièrement en France et en Italie. Ensuite, il est établi sur une bonne base technique, celle des Peugeot 2008, DS3, Jeep Avenger, Fiat 600. Ça limite évidemment les possibilités d'innovation marquantes, mais nous verrons qu'Alfa s'autorise quand même des évolutions personnelles sur cette base. Et ensuite, il faut être honnête, son design est plutôt réussi et il fait envie. Le Junior joue donc à fond la carte de la séduction à la mode Alfa Romeo et ça fonctionne. Il est immédiatement identifiable, il propose un côté fluide et sensuel dans ses lignes et à l'intérieur, la présentation elle est également plutôt réussie, d'allure sportive, sans rien de commun avec les autres cousins du groupe Stellantis. On apprécie tout particulièrement la double casquette traditionnelle des compteurs, ce qui n'empêche pas un affichage purement numérique, ou encore l'écran central qui est bien intégré et légèrement tourné vers le conducteur. Les matériaux, ils semblent plutôt de bonne qualité, avec en haut de gamme des sièges Sabelt avec des inserts en Alcantara. Et côté technique, on retrouve en entrée de gamme, le 1,2 litre turbo hybride de 136 chevaux qui fait les beaux jours d'une multitude de voitures dans le groupe. On le sait à la fois économique et généralement plus performant qu'attendu grâce au boost temporaire apporté par l'électrique. L'avantage sur le Junior, c'est que ce groupe permet un poids raisonnable de 1305 kg sur cette version, ce qui devrait lui autoriser des performances plutôt sympathiques et aussi un certain dynamisme au volant. Cette version hybride, nommée Ibrida en italien, permet aussi d'afficher un prix d'entrée de gamme plutôt raisonnable, 31 000 € en France. Et on passe ensuite à la première version électrique dite Elettrica. Sans grande surprise là encore, puisqu'elle mélange la batterie de 54 kWh et le moteur de 156 chevaux. On connaît bien cet attelage et malheureusement ses prestations n'ont rien de spécialement exceptionnel, qu'il s'agisse d'autonomie ou de performance. Alfa annonce pour le Junior 410 km en WLTP d'autonomie. Mais la marque milanaise nous sort deux jokers. D'une part, à une date ultérieure qui n'est pas encore précisée, la motorisation hybride, elle va bénéficier d'une transmission intégrale, baptisée Q4, traditionnelle chez Alfa. Ça, c'est pour l'instant inédit sur cette plateforme, même si le Jeep Avenger devrait bientôt y avoir droit lui aussi. Et enfin, au sommet de la gamme, une deuxième version électrique, dite Veloce, bénéficiera d'une puissance de 240 chevaux. Là, on retrouve ce qui nous est promis pour la 600 Abarth, que nous n'avons pas encore découverte. Est-ce que la Junior elle a d'autres moyens de se distinguer dans le groupe Stellantis? Alfa nous promet avoir sérieusement travaillé la question du châssis pour jouer à fond la carte de l'agilité. L'amortissement, la réactivité de la direction, la géométrie des suspensions, tout ça, ça semble avoir été soigné avec en tête l'idée d'en faire l'un des SUV urbains les plus agiles et sportifs du moment. Nous, on ne demande qu'à les croire, mais ça, on le saura qu'au moment d'en prendre le volant. Et vous savez quoi? On a hâte d'y être, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle. Notre sujet d'actu, combien durent vraiment les batteries? Cette question, c'est l'une des grandes angoisses de ceux qui envisagent d'acheter une voiture électrique. On les comprend parce qu'une batterie de traction, c'est très cher. On l'estime à environ 40% du prix d'une voiture neuve. Sur un modèle vendu 50 000 €, ça représente donc environ 20 000 €. Et si on doit remplacer la batterie sur une voiture de 10 ans, qui vaudra alors beaucoup moins, il faudra quand même sortir 20 000 € pour la batterie neuve.
Est-ce qu'elle s'use? Alors oui, la batterie perd naturellement de ses capacités de recharge au fil des temps et des kilomètres. Mais à quel point? Ça, on ne savait pas trop. Mais on commence à avoir du recul sur la question et la surprise, elle est plutôt bonne. Un forum d'utilisateurs de Tesla, par exemple, a mis en ligne et fait une synthèse de l'usure des batteries des utilisateurs. Globalement, il ressort qu'une voiture de 4 ou 5 ans perd entre 3,3 et 14,5% de ses capacités. Au-delà de 100 000 km parcourus, la moyenne de perte est de l'ordre de 5%. Donc c'est notable, mais ce n'est pas colossal. Et il y a des voitures qui ont passé les 200 000 km, il n'y en a pas beaucoup, mais celles-ci, elles affichent encore plus de 85% de leur capacité initiale. D'autres études nous indiquent que la baisse maxi serait de l'ordre de 30% au bout de 10 ans d'utilisation, tandis que l'espérance de vie de 200 000 km semble aujourd'hui admise par tout le monde. Ça, c'est plutôt mieux que ce qu'on envisageait au début de l'électrification et ça permet quand même de voir venir. Que faire, ou plutôt que ne pas faire pour que sa batterie vieillisse en bonne santé? Eh bien d'abord, il faut limiter autant que possible les recharges ultra rapides sur autoroute, parce qu'elles ont pour effet de faire grimper la température des cellules, ce qui les endommage de manière irréversible sur le long terme. Ensuite, un conseil majeur, c'est de ne pas laisser trop longtemps une voiture à l'arrêt déchargée. Donc si vous voulez stocker votre voiture pendant 1, 2, 3, plus de mois, si vous partez en grandes vacances, l'idéal est de le faire avec une charge d'environ 50 à 60%. Oui, mais si je dois acheter une voiture d'occasion, comment est-ce que je peux savoir si la batterie elle a été maltraitée par de multiples charges ultra rapides et si elle a perdu de ses capacités? Eh bien, il existe des tests dits SOH qui donnent l'état de santé de la batterie et que vous pouvez demander simplement au revendeur ou vous demandez dans une concession de la marque de la voiture de faire un test SOH. Le groupe DEKRA est également en train de mettre en place une procédure assez simple pour mesurer ce SOH. Ces tests sont aujourd'hui curieusement assez peu demandés par les clients parce que pour la plupart des batteries, elles sont encore sous garantie. Une garantie de batterie aujourd'hui, c'est de l'ordre de 8 ans. Pourtant, c'est quand même une bonne idée de faire ce test même si votre batterie est encore sous garantie. D'une part parce qu'un mauvais état de santé de la batterie va dégrader l'autonomie réelle de la voiture que vous voulez acheter. Et ensuite parce qu'à un moment, la garantie va s'arrêter. Et si vous avez encore la voiture et que vous avez un problème, vous allez au-devant de grosses dépenses. Donc, les deux conclusions de ces études, c'est que majoritairement, les batteries résistent plutôt mieux au vieillissement que ce que les constructeurs craignaient. La deuxième, c'est qu'en cas d'achat d'occasion, même si les batteries sont encore sous garantie, il est prudent de faire réaliser un test SOH. Et enfin, si ça vous angoisse encore, sachez que désormais, il y a des assureurs qui proposent, moyennant finance, un système de garantie de la batterie lors de l'achat d'une voiture électrique d'occasion. C'est un peu le même système que ces mêmes assureurs proposent une garantie mécanique quand vous achetez une voiture d'occasion. Et ça, c'est vraiment une bonne idée quand vous achetez une voiture électrique qui commence à avoir des kilomètres et de l'âge. Et maintenant, on va essayer le Peugeot i3008, ou plutôt le réessayer, avec la question qu'est-ce qui vaut dans la vraie vie? À l'Autojournal, vous le savez, on ne se contente pas de ce que nous annoncent les constructeurs. C'est pour ça qu'après le premier contact au volant d'une nouvelle voiture, à l'occasion d'une présentation qui est réalisée par le constructeur, on la reprend en main pour un essai approfondi et toute une série de mesures. C'est ce qu'on vient de faire subir au nouveau Peugeot i3008, la version électrique étant actuellement la seule disponible pour des essais approfondis. On va donc immédiatement s'intéresser aux chiffres que nous avons mesurés, et puisqu'il est question d'électrique, alors on va directement au sujet qui fâche, c'est-à-dire l'autonomie. Le i3008, dans cette version dotée d'une batterie de 73 kWh, il annonce une moyenne située entre 510 et 527 km en fonction de l'équipement sous la norme d'homologation WLTP. Mais dans la vraie vie, selon nos propres mesures, réalisées sur une version GT, donc la plus équipée mais pas forcément la plus favorable à l'autonomie, la moyenne ressort en fait à 400 km. Vous voyez, il y a quand même une chute importante par rapport à l'annonce de l'autonomie d'homologation. Et ça, c'est d'autant plus vrai que le seul chiffre qui nous intéresse vraiment pour ceux qui voyagent, c'est l'autonomie sur autoroute. Et là, nous avons mesuré 330 km. Est-ce que c'est décevant ce résultat des mesures?
Oui et non. On va d'abord voir le verre à moitié vide. Ce nouveau i3008 dispose actuellement de la plus grosse batterie de tout le groupe Stellantis. Et avec les annonces d'autonomie officielles, on se disait que globalement, la question des longs trajets, elle était réglée. Mais avec nos 400 km de moyenne et surtout nos 330 km sur autoroute, on voit bien qu'on n'y est pas encore tout à fait. Côté verre à moitié plein, on va quand même regarder ce que font les autres et la réalité de l'usage d'une voiture sur les longs parcours. Dans notre base de mesure, les autres SUV compacts qui dépassent les 400 km d'autonomie réelle mesurée, eh bien, ils ne sont pas si nombreux. On va y retrouver évidemment la Tesla Model Y grande autonomie qui pointe à 440 km, ou le Volkswagen ID.5 avec sa grande batterie, lui aussi mesuré à 440 km, ou encore le Ford Mustang Mach-E pour lequel nous avons relevé 455 km. Mais en fait, le vrai grand concurrent français du i3008, ça va être le Renault Scénic. Alors on va oublier la version à petite batterie de 60 kWh pour nous focaliser sur le modèle à 87 kWh. On n'a pas encore eu l'occasion de mesurer cette version, mais Renault annonce 620 km en WLTP, ça fait donc une centaine de kilomètres de plus que le 3008 en termes d'homologation. En revanche, on avait mesuré le cousin du Scénic, qui est le Nissan Ariya, qui est basé sur la même plateforme et avec la même batterie, et on l'avait mesuré à 475 de moyenne et 380 km sur autoroute. Là, on voit déjà de quel côté va pencher la balance entre le Peugeot et le Renault. Pour autant, est-ce que c'est si handicapant? Les 330 km d'autonomie autoroutière vont vous permettre de faire des étapes de 2h30, 3h sans vous arrêter, et ensuite, vous devrez faire une pause d'une demi-heure pour recharger. Bon, dans la vraie vie, une pause d'une demi-heure toutes les 3 heures, c'est pas tellement plus que ce qu'on fait naturellement aujourd'hui au volant d'une voiture thermique. Que nous apprennent d'autres nos mesures du i3008? Que les performances, malgré ces 210 chevaux, ne sont pas fracassantes. 9 secondes 6 pour accélérer de 0 à 100 km/h, c'est correct sans plus. Mais pire, on sent clairement qu'à partir de 100 km/h, au-dessus, les relances commencent à être vraiment poussives. C'est quoi la cause de cette paresse? Eh bien le poids. Le i3008, il pèse 2 tonnes 2, 2192 kg exactement sur notre balance. Et ça ne joue pas seulement sur les performances et la consommation, mais ça a aussi un impact direct sur les sensations de conduite. En clair, avec le nouveau 3008 électrique, il faut complètement oublier le dynamisme légendaire du précédent 3008 qui était particulièrement agréable à conduire. Là, Peugeot, il rentre dans le rang sans particulièrement briller en châssis, ce qui était pourtant une de ses forces traditionnelles. Pour le reste, on peut quand même lui reconnaître de belles qualités, à commencer par un intérieur qui est vraiment magnifique, spectaculaire dans son dessin et toujours très original, et qui mélange les matériaux de qualité. Il est également assez confortable, même si les passagers arrière se trouvent toujours un peu à l'étroit. Enfin, par rapport à ses prestations, son tarif reste finalement correct et donne même le droit au bonus écologique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans 2 semaines et d'ici là, bonne route à vous!